La voix du commandant de bord principal retentit, nette et glaciale, tranchant à travers le silence de la cabine de première classe. « Veuillez regagner votre siège attribué, madame. Si vous refusez, je devrais faire appel à la sécurité. » Chaque mot était enveloppé d'une politesse mécanique, mais le tranchant était bien là. Aïcha Doucouré ne bougea pas. Elle resta assise en 2A, le dos droit, les mains croisées sur un agenda relié en cuir posé sur ses genoux. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était douce mais inébranlable. « Commandant, je suis à ma place. Peut-être devriez-vous vérifier la liste des passagers une fois de plus. » Le silence qui suivit fut plus long que nécessaire. 2 rangs derrière, un homme d'affaires suspendit son gobelet de café à mi-hauteur. Une adolescente cessa de faire défiler son écran. Les passagers jetèrent des regards furtifs par-dessus leurs journaux, leurs magazines, leurs tablettes. Ils virent une femme noire âgée, vêtue d'un tailleur pantalon gris ardoise. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon bas. Aucun bijou ostentatoire, aucun logo de luxe. Pour la plupart, elle semblait s'être trompée d'endroit. Un corps étranger dans un espace réservé à d'autres. Mais Aïcha savait exactement où elle était. Elle était montée tôt, billets scannés, liste vérifiée. Elle avait marché seule dans l'allée, portant son sac et une mince housse pour ordinateur, saluant poliment les agents de bord qui à peine la remarquèrent. Elle avait pris sa place sans un mot, comme elle l'avait fait des centaines de fois. Mais cette fois, à peine installé, le commandant Hugo Morel, grand, anguleux, impeccable dans son uniforme bleu nuit, descendit l'allée, attiré par ce qu'il percevait clairement comme une anomalie. Sa voix, désormais plus forte, attira tous les regards. « Ceci est une zone de priorité première classe », répéta-t-il, les yeux fixés sur Aïcha, ignorant la tablette dans sa main. « Seuls les membres privilégiés ou les VIP figurant sur le manifeste peuvent s'asseoir ici. » Une hôtesse proche ne dit rien. Elle détourna les yeux au-dessus de la tête d'Aïcha, s'éloignant mentalement du malaise. Aïcha inclina légèrement la tête. « Je m'appelle Aïcha Doucouré. Je crois que vous verrez mon nom en haut de ce manifeste. » Hugo ne consulta pas sa tablette. Il n'en avait pas besoin. Il avait déjà décidé. Il lui lança un regard serré, une expression entre sourire forcé et dédain. « Je fais cette liaison depuis des années. Je connais tous nos passagers prioritaires. Vous avez sans doute été surclassé par erreur. » De l'autre côté de l'allée, un homme en costume ajusté leva brièvement les yeux de son ordinateur, puis se replongea dedans. La femme à côté de lui murmura « Probablement une exception spéciale. Ils en font pas mal en ce moment. » Aïcha ne répondit pas. Elle ouvrit simplement sa tablette, afficha le manifeste et la tourna vers Hugo. Son nom y figurait « Claire, rang 2A, accès spécial, embarquement prioritaire. » Au lieu de s'excuser, Hugo pinça les lèvres. « Je vais vérifier cela avec l'équipage. » Il se retourna brusquement et partit vers l'avant. Aïcha resta immobile. Elle n'avait pas besoin de soupirer. Elle connaissait cette forme d'effacement, trop âgée, trop noire, trop discrète pour appartenir à ce siège. Quelques minutes plus tard, Hugo revint avec Yasmine Belaïd, l'assistante de cabine, jeune, nerveuse, avec des cernes profonds et un badge à peine visible. Elle jeta un regard à Aïcha, puis à Hugo. « Elle est sur la liste », murmura-t-elle, tentant de minimiser la tension. La mâchoire de Hugo se contracta. « Nous allons voir ça. » Puis il se retourna vers Aïcha. « Veuillez ne pas élever la voix, ni provoquer de scène, jusqu'à ce que j'aie clarifié vos informations. » Aïcha hocha doucement la tête. « Je n'ai élevé aucune voix. La seule scène ici est celle que vous avez créée. » Ces mots, calmes, portaient le poids d'une vie à observer le pouvoir abusé de lui-même. L'heure suivante se déroula comme un procès silencieux. Hugo ignora Aïcha durant le service, appelant chaque passager par son nom, sauf elle. Lorsqu'elle demanda de l'eau à une autre hôtesse, Hugo lui-même la lui apporta, inclinant le plateau de façon à renverser un filet froid sur ses genoux. Elle inspira, mais ne dit rien. Son pantalon était trempé. « Faites attention la prochaine fois, » lança-t-il. « Ces allées sont étroites. » Aïcha leva enfin les yeux. « Vous l'avez fait exprès, et c'est la deuxième fois que vous me rabaissez sur ce vol. » Cette fois, quelqu'un l'entendit. Karim Chen, un avocat franco-marocain dans la cinquantaine, assis derrière Aïcha, se pencha. « Elle dit la vérité, » dit-il doucement. « Capitaine, je vous recommande de revérifier son identité. » Autour d'eux, des passagers s'agitèrent,
l'inconfort se transformant en vigilance, puis en solidarité. Le teint de Hugo pâlit. « Monsieur, je ne reçois pas d'instructions de la part des passagers. » Mais son ton avait perdu de son assurance. Son regard vacilla, calculateur. Aïcha se tourna de nouveau vers le hublot. Le soleil déclinait, baignant les nuages dans une lumière orangée. Le moment aurait pu s'arrêter là, mais il ne le fit pas. Hugo revint, plus lent, plus lourd. Il se planta devant elle, les épaules tendues. « Si vous continuez à perturber les opérations, je vous ferai débarquer. » Aïcha se tourna lentement, son regard calme. « Je ne perturbe rien, je suis à ma place. Que ma présence vous dérange n'est pas un problème de sécurité. C'est le reflet de votre inconfort. » Hugo déglutit. Ces mots le touchaient plus qu'il ne voulait l'admettre. Une peur qu'il ne comprenait pas, celle d'être vu tel qu'il était. Il leva la main et, dans un geste irréfléchi, la gifla. Le claquement résonna dans la cabine. Un enfant couina. Tous furent figés. Aïcha ne bougea pas. Elle ne porta pas la main à sa joue. Elle fixa Hugo, ses yeux immuables. « Vous venez de ruiner votre carrière, » dit-elle calmement. Les téléphones se levèrent, tremblants. Des témoins d'un moment trop grand pour être ignoré. Yasmine se figea près du rideau, pâle, la main crispée sur le dossier de manifeste. Karim se leva. « Je suis témoin, » dit-il fort. « Le commandant Morel a frappé une passagère. Ce vol doit être détourné immédiatement. » Les murmures devinrent un torrent. Une femme à l'arrière filmait. Elle ne faisait rien. Il l'a frappée. C'est filmé. Un homme ajouta « Ça va faire le tour des médias. » Aïcha sortit son téléphone. Elle tapa rapidement. Canal interne 9, vol AU214. Incident grave. Requête de révision d'urgence. Envoyé. Au siège social, l'alerte déclencha une procédure de sécurité contournant l'équipage. 10 minutes plus tard, la voix du pilote retentit. En raison d'un incident à bord, nous déroutons vers l'aéroport régional de Brévière. Pas d'explication. Mais dans l'avion, tout le monde savait. Hugo, adossé à la paroi, transpirait, ses yeux fuyant les caméras. Aïcha restait immobile. Sa joue rougit, mais sa dignité intacte. Le souffle court, le silence absolu dans la cabine. Personne ne savait quoi faire, quoi dire. Même l'équipage paraissait figé, comme si l'instant venait de suspendre le temps lui-même. Certains baissèrent les yeux. D'autres fixaient le vide, honteux d'avoir assisté sans intervenir. Elle ne tremblait pas, elle ne criait pas, elle regardait simplement devant elle, les yeux clairs, plus solides que le métal de l'appareil. Le commandant de bord, Hugo Morel, s'était éloigné aussitôt après son geste, comme si frapper une femme de 70 ans devant une cabine remplie de témoins n'exigeait aucun suivi. Il avait tenté de reprendre le contrôle, de continuer comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose, dans le regard d'Aïcha, l'avait empêché de reprendre la parole. Elle n'avait pas besoin de l'arrêter, c'était déjà fait. À l'atterrissage, 2 officiers montèrent calmement, presque solennels, comme s'ils savaient qu'ils entraient dans un moment historique. « Madame Doucouré » demanda l'un d'eux, sa voix basse, mais respectueuse. Elle se leva lentement. Son manteau tomba autour d'elle comme une armure de laine. « C'est moi. » Le silence s'épaissit encore. Un bébé arrêta de pleurer. Même les moteurs semblaient avoir ralenti. « Souhaitez-vous porter plainte pour agression » demanda l'un des officiers, sans détour, sans détourner le regard. Il ne s'agissait pas d'une procédure habituelle. C'était une question de vérité. Aïcha balaya la cabine du regard. Elle croisa les visages honteux, confus, effondrés. Des passagers évitaient son regard. D'autres la cherchaient, comme pour s'excuser avec leurs yeux. Elle ne jugeait pas. Elle constatait. « Oui, dit-elle d'une voix claire, audible par tous. J'ai été frappée par le commandant de ce vol. Je suis aussi la PDG d'Azur Ligne. » Ce fut le début d'un séisme. La nouvelle se répandit avant même qu'elle n'atteigne le terminal. Une vidéo prise par un adolescent de la rangée 14 fit le tour du monde en moins de 2 heures. Les commentaires fusaient, les opinions se divisaient, mais personne ne pouvait ignorer ce qui s'était passé. Une femme noire, âgée, PDG d'une compagnie aérienne, frappée en plein vol par un homme censé garantir sa sécurité. Les premiers communiqués de presse étaient hésitants. Certains parlaient d'un malentendu, d'autres d'un incident regrettable. Mais les faits étaient là, filmés, vus, partagés. L'époque des silences utiles était terminée. Aïcha Doucouré ne confia le dossier à aucun comité. Elle ne monta pas une cellule de crise.
Elle n'organisa pas de conférence. Elle prit sa mallette, monta dans un taxi, et le lendemain à 8 heures, elle était dans la salle des opérations de la compagnie, debout, entourée de cadres médusés. « Il n'y aura pas de retour à la normale », dit-elle simplement. La phrase ne visait personne en particulier, mais elle coupa l'air comme une lame. Dans la salle, aucun cadre n'osa répondre. Ils comprirent qu'elle ne parlait pas seulement du vol. Elle parlait d'un système, d'un mensonge répété si souvent qu'il était devenu politique d'entreprise. Elle ne se contenta pas d'annoncer des audits ou des promesses. Elle entra dans les rouages, les couloirs, les salles techniques, les cafétérias. Elle refusa d'être accompagnée. Aucun photographe, aucun attaché de presse, pas même un badge indiquant sa fonction. Les employés croisaient cette femme aux cheveux gris ramassés en chignon, ce regard net, cette posture droite, sans toujours savoir qui elle était, jusqu'à ce qu'il lui parle. Et alors, elle notait. Parfois, elle fermait les yeux en écoutant. Non par fatigue, mais pour mieux capter ce qu'on ne disait pas. Elle assista aux formations, s'assit au fond des salles, à côté des stagiaires, silencieuse. Elle observait les vidéos internes, les présentations lisses, les slogans vides. Elle levait parfois la main à la fin. « Qui vous a formé à détecter vos biais ?» ou « Pourquoi n'y a-t-il aucune femme dans cette séquence ?» Les encadrants cherchaient ses yeux dans l'assemblée. Personne n'avait prévu de réponse. C'était ça, son travail maintenant, déranger l'oubli. Elle écoutait les agents au sol raconter les insultes silencieuses de certains passagers, les gestes déplacés de collègues impunis, les cauchemars qu'ils n'osaient pas nommer comme du harcèlement. Elle parlait aux mécaniciens qui disaient avoir vu des irrégularités, mais n'avoir jamais eu le droit de les consigner. Aux hôtesses de l'air qui se souvenaient encore du jour où une collègue avait fondu en larmes dans les toilettes après qu'un supérieur l'avait recadrée devant tout l'équipage. Elle voulait les soupirs. Elle voulait les regards évités, les dossiers fermés trop tôt. Elle voulait comprendre ce qu'on ne mettait jamais dans les rapports, parce que ce qui n'était pas écrit pesait plus lourd que toutes les procédures. Elle relut chaque rapport, pas en diagonale, en entier, même ceux classés sans suite, ceux archivés sans tampon. Elle redemanda les enregistrements, les minutes des réunions, les courriels à demi supprimés. Elle consulta les anciens plannings de rotation, les feuilles de congé, les demandes de mutation jamais validées. Elle s'intéressait aux détails, aux absences qui devenaient chroniques, aux promotions données toujours au même profil, aux candidatures jamais retenues, sans justification. Elle fit rouvrir des enquêtes, pas pour punir à tout prix, mais pour comprendre les racines du glissement. Pourquoi avait-on préféré ignorer certains faits? Comment la peur d'un scandale avait-elle primé sur la sécurité? Et surtout, combien savaient, mais s'étaient tus? Elle rencontra les syndicats, non pas dans les salles vitrées du siège social, mais dans les hangars, les parkings, les coins de repos. Elle leur demanda de parler vrai, même si cela dérangeait. Elle insista pour entendre les griefs personnels, pas les chiffres, pas les moyennes, les récits. Elle s'entretint avec d'anciens employés, ceux partis sans bruit, ceux qui avaient abandonné non par incompétence, mais par épuisement moral. Elle les retrouva. Parfois, elle les appelait elle-même. Parfois, elle débarquait dans un petit bureau de province où une ex-collègue s'était reconvertie dans la formation. Elle voulait savoir pourquoi ils étaient partis, ce qu'ils n'avaient jamais osé dire. Elle parla aux jeunes stagiaires, ceux qu'on oublie toujours. Elle s'asseyait avec eux à la cafétéria, demandait ce qu'ils avaient observé, ce qu'ils ressentaient, ce qu'on ne leur avait jamais expliqué. Elle leur posait des questions que personne ne leur posait jamais. Te sens-tu écouté? Ou t'a-t-on déjà fait sentir que tu ne méritais pas ta place? Et surtout, elle visita les aéroports sans prévenir. Pas d'escorte, pas de badge présidentiel. Elle marchait seule, longeait les terminaux, descendait dans les souterrains techniques, parlait aux agents de nettoyage, aux conducteurs de navettes, aux agents de sécurité fatigués. Parfois, elle observait sans dire un mot. D'autres fois, elle notait dans un petit carnet en cuir. Mais elle ne cherchait pas à impressionner. Elle cherchait à comprendre. Pas le récit officiel, pas la façade, juste la vérité. Ce qu'elle découvrit dépassait l'incident du vol. Ce n'était pas un homme, ni une gifle. C'était une structure, une habitude,
Une armature invisible bâtie sur la peur et la conformité. Promotion refusée en silence. Licenciement masqué derrière des restructurations. Des femmes et des minorités reléguées au même poste depuis 10 ans. Des remarques humiliantes jamais rapportées. Des évaluations biaisées. Une culture du silence désormais mise à nu. Les procès se multiplièrent. D'anciens employés revinrent avec des preuves, des enregistrements, des courriels conservés. Les témoignages s'empilèrent. Le silence se fissura. Et les gens commencèrent à parler, pas seulement à cause d'elle, mais grâce à ce qu'elle représentait, un refus de l'oubli. Hugo Morel fut suspendu, puis radié. Poursuivi pour usage abusif de l'autorité. L'enquête révéla d'autres incidents passés, d'autres violences étouffées, des témoignages écartés par simple hiérarchie. Des pilotes commencèrent à témoigner, eux aussi. Certains quittèrent la compagnie. D'autres, pour la première fois, restèrent et dénoncèrent. Aïcha, pourtant, ne prononça plus jamais son nom, pas une fois. Même quand les journalistes insistaient, même quand les audiences se terminaient. Lors d'une interview en direct, on lui demanda ce qu'elle ressentait. Elle répondit « Ce n'est pas là que vit le changement. » Une semaine plus tard, elle prit un vol pour Bordeaux. Pas pour une conférence, pour rendre visite à sa sœur. Un matin froid, elle arriva à la porte d'embarquement. Le ciel virait alors pâle, cette nuance hésitante entre la nuit qui s'efface et le jour qui prend sa place sans permission. Il y avait du givre sur les vitres et une brume fine qui transformait chaque lumière en halo. Aïcha Doucouré portait un manteau sobre, une écharpe nouée avec soin, et dans sa main, une mallette ancienne, usée au coin. Elle marchait lentement, non par fatigue, mais par décision. Chaque pas mesuré, chaque regard capté. Les passagers s'écartaient à son passage, non par crainte, mais par instinct. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle regardait les choses sans les juger, qui forçait le respect. Certains la reconnaissaient, mais personne ne parlait. L'histoire était encore trop récente, encore trop vive. Quelques semaines plus tôt, elle avait transformé un vol ordinaire en tribunal moral à 30 000 pieds d'altitude. Pas en criant, pas en accusant, simplement en restant assise là où elle était censée être, en refusant de céder sa place à l'injustice masquée sous un uniforme. En montant à bord, un jeune agent se redressa, ajusta son uniforme et s'inclina légèrement. « Bienvenue, Madame Doucouré. Votre siège vous attend. » Elle répondit d'un simple « merci ». Mais ce mot, prononcé avec calme, résonna dans la cabine comme un rappel. La dignité ne demande jamais la permission. En s'asseyant, elle croisa une mère noire et son petit garçon. La mère lui fit un discret signe de tête. Le garçon, émerveillé, murmura « Maman dit que vous avez changé le ciel. » Aïcha lui répondit doucement « Non, on lui a juste rappelé à qui il appartient. » Son sourire était léger, mais ses yeux portaient le poids d'un millier d'histoires non racontées. Dehors, le tarmac scintillait. Les moteurs vibrèrent doucement sous les ailes. Aucun mot de trop, aucun slogan, mais quelque chose avait changé. Dans l'air, dans les regards, dans la mémoire collective. Plus loin, dans une autre ville, une formation d'agents de bord avait été modifiée. Une vidéo de sécurité, autrefois enterrée, avait refait surface. Les règlements internes, réécrits. Les excuses officielles n'étaient pas venues d'un communiqué, mais d'une lettre manuscrite signée par tout l'état-major de la compagnie. Et au pied de cette lettre, une seule phrase, ajoutée à l'encre noire. « Nous vous devons plus qu'un siège. Nous vous devons un système réparé. » Et quand des petites filles noires regardaient les avions dans le ciel, elles chuchotaient parfois « Je crois que je pourrais piloter un jour. » Pas à cause d'une pub, pas à cause d'un conte inventé, mais parce qu'elles avaient vu quelqu'un comme leur grand-mère redéfinir l'espace. Non avec colère, mais avec une présence si indéniable que même les lois non écrites s'étaient mises à trembler. Des années plus tard, un institut aéronautique portera son nom. Une aile entière dédiée à l'excellence silencieuse. Le petit garçon du vol deviendra pilote. Il racontera souvent cette rencontre, mais ce qu'il ne dira jamais, c'est qu'en la voyant ce jour-là, il avait juré de ne jamais baisser les yeux devant un uniforme. Et dans un vol de nuit, au-dessus de l'Atlantique, lors d'une turbulence soudaine, c'est lui qui tiendra les commandes. Et dans un moment de calme revenu, une passagère âgée posera sa main sur son bras, le regardera longuement et dira « Vous me rappelez quelqu'un ?» Il répondra
les yeux brillants. Moi aussi. Puis il redressera l'avion, la trajectoire stable, le ciel vaste devant lui. Parce qu'une vieille femme, un jour, n'avait pas bougé.